Et merci, on peut l'applaudir. Samir Amelal qui est avec nous cet après-midi. Bonjour. Bonjour Frédéric. Samir, merci d'être avec nous. Donc Samir est le patron de la data et de tous les systèmes d'information du groupe Auchan. Donc on reste dans cet univers de la grande distrie. On avait Emmanuel Grenier de Casino que tu connais qui était là ce matin. Non, alors encore des turbulences. On l'a un peu dit ce matin. On n'a évidemment pas abordé c'était compliqué d'aborder la situation du groupe Casino, mais on voit pas mal de turbulences encore Carrefour Cora ce matin. Avant de parler on va parler de cette initiative. Alors vous connaissez toutes certainement, vous avez entendu parler d'Amazon Go, mais est-ce que vous connaissez Auchan Go? Eh bien Auchan s'est aussi lancé dans cette transformation. On va en parler avec toi dans un instant. Ma première question, c'est quels sont pour toi, s'il fallait caractériser un peu la transformation digitale du groupe Auchan, ce serait quoi? Ce serait notre dette technique et technologique qu'on doit réformer. Enfin, on a un système d'information qu'on doit complètement réformer. Et donc, effectivement, si on devait la caractériser, ce serait en tout cas la priorité. Et donc, effectivement, on est engagé dans ce dépilement de la dette. Et on y va à marche forcée. On est on essaie d'être très efficace et très rapide. Et voilà, c'est vraiment ma préoccupation principale. Et alors ce matin, il y a une petite faute dans le... Voilà. Oui, c'est pas grave. C'est AME2LAL. Voilà, AME2LAL. Alors ce matin, j'ai vendu un peu la mèche par rapport à ce que tu travailles aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle en disant, voilà, aujourd'hui le choix d'Auchan, ça a été de basculer pas mal d'applications vers le cloud, qu'aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, on ne bascule pas comme ça, on ne choisit pas un jour de déplacer l'application et de la mettre dans le cloud. Il y a tout un redéveloppement. Et lorsqu'on s'est vu il y a quelques jours, tu m'as dit, mais moi, grâce à l'IA, 50-60% des applications, ça a été fait par l'IA. Ce ne sont pas des équipes de développeurs. C'est exactement ça. Alors, les développeurs y participent, mais c'est vrai qu'on fait réécrire, documenter d'abord, et puis ensuite réécrire une partie de notre dette par des intelligences artificielles génératives. Alors, ce qu'on fait exactement, c'est que, je te donne un exemple de notre système logistique. On a 3000 flux à migrer d'un système on-premise, donc physique, vers le cloud. On doit le faire réécrire, c'est d'anciennes technologies, etc. Et donc, en fait, ça nous permet d'une part, le documenter. C'est-à-dire, j'ai des flux, je ne sais même pas à quoi ils servent, qui intègrent une partie de règles métiers, etc. Ils n'ont pas été documentés, ils ont été faits il y a plusieurs années. Donc, l'IA, je peux lui poser la question, je peux lui dire à quoi sert le flux TAR 008. C'est exactement ce que je montrais à mon président hier. Et il me dit, le flux TAR 08, il fait de l'ordonnancement de telle et telle transaction logistique, etc., etc. Ça me permet déjà de la comprendre, ensuite de me demander si elle est encore légitime. Et si ce flux est encore légitime, il faut le réécrire. Et là, je peux lui demander de me proposer du code. Et après, du coup, ça change la façon de travailler. Je demande à mes développeurs de faire du code review. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de coder eux-mêmes, ils vont relire et ils vont regarder si c'est correct. Si c'est pas correct, on va retravailler, mais en tout cas, ça nous accélère fortement. Donc ça documente et ça réécrit, et ça exporte, ça prépare l'exportation, en tout cas vers le cloud. Ce que je trouve intéressant pour ta venue aujourd'hui au Web West Festival, c'est aussi de parler de cette initiative Auchan Go, qui est en mise en place. Tu vas nous en parler. Alors, d'où est venue l'idée? Alors c'est vrai qu'on commence à s'habituer à des systèmes sans caisse, on le voit dans toute la grande distribution aujourd'hui. Mais voilà, quel a été l'élément déclencheur de se dire tiens, et si on testait? Et puis nous dire est-ce que ça va être juste un laboratoire pour tester différentes technologies ou est-ce qu'un jour ça peut être amené à se généraliser? L'idée, c'est vraiment les deux. C'est un laboratoire dans la mesure où on a conscience que... l'idée vient surtout du fait que d'autres l'ont fait avant nous, Amazon. Donc on s'est dit, tiens, s'ils le font, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a une expérience à en tirer, ou il y a peut-être des débouchés. On a voulu y aller progressivement. Il y en a d'autres, certains de nos concurrents en France, qui se sont lancés également. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait finalement... ne pas se précipiter parce que ça certes répondait à un certain besoin, notamment les courses d'appoint, le snacking, etc. Donc on n'a pas un nombre infini de références. On ne peut pas équiper un hypermarché
avec ces technologies. Donc c'est forcément des petits magasins. Et donc on a regardé un petit peu quels étaient les services auxquels on pouvait répondre. Et pour pouvoir le faire finement, il faut regarder finalement les assortiments qu'on a besoin d'avoir dans ce type de magasin, peut-être justement plus d'assortiments de snacking ou de courses d'appoint, etc., pour être au plus juste et faire en sorte que ce soit rentable, parce qu'il y a un investissement quand même assez important pour lancer ce genre de magasin. Et puis ensuite, effectivement, comme tu le disais, on a aussi vocation à apprendre un certain nombre de choses, à mieux maîtriser le computer vision, c'est-à-dire en fait la vision assistée par informatique. Donc là, pour décrire le principe, je suis reconnu, donc je suis client Auchan, je suis reconnu via mon mobile relié bien entendu à une carte bancaire. Je rentre dans le magasin, je choisis mes produits. Si ça ne me plaît pas, je le remets sur l'étagère. Voilà, je me promène et je sors avec mon sac. J'ai vu personne. Je ne suis pas passé en caisse, mais voilà, quelques minutes après, je reçois un mail en me disant voilà, vous avez dépensé pour 62 euros avec mon ticket. C'est exactement ça. Alors, je ne sais pas si tu en as déjà fait d'autres, en fait, que tu en as fait un certain nombre. Moi, j'en ai fait plusieurs à Londres avant de lancer celui qu'on est en train d'expérimenter. Il y a plusieurs types d'expériences. À Londres, on en a vu certains où il fallait absolument télécharger l'application. Alors, le problème, c'est que ça peut être un frein, une barrière à l'entrée, parce que le temps de la télécharger, d'entrer ses coordonnées bancaires, etc. Bon, il y avait des clients qui faisaient demi-tour. On avait vu ça chez Aldi à Londres. Chez Amazon ou chez Walmart, on avait vu d'autres choses où on pouvait juste flasher faire un sans contact à l'entrée et puis entrer dans le magasin. Et comme tu le disais, ensuite, une fois qu'on est dans le magasin, on prend ce qu'on veut et puis on sort directement. Les portiques s'ouvrent et on reçoit la facture. Mais ça nous a posé un certain nombre de questions. Déjà en France, c'est un peu moins fluide qu'en Angleterre parce qu'il faut, même quand je mets mon sans contact, il faut que je mette mon adresse email, mon consentement RGPD, etc. Donc la première fois en tout cas, il y a un peu de congestion à l'entrée. Et je l'ai pas dit sur ton plateau, mais j'ai remarqué par exemple l'objectif. L'objectif premier, c'est de fluidifier la transaction, enfin l'achat, le parcours. Et j'ai constaté, à chaque fois que je descends, à midi, il y a la queue à l'entrée du magasin. Donc il y a quand même la queue. Il n'y a pas la queue à la sortie, mais il y a la queue à l'entrée. Donc il faut qu'on trouve le moyen de fluidifier encore plus et qu'il n'y ait pas, il y ait rien à faire à l'entrée pour que ce soit beaucoup plus fluide. Donc ça veut dire en technologie, on a tu disais du computer vision, donc des caméras, je sais pas, plus d'une centaine de caméras qui filment qui filment les étagères. Enfin, comment ça se passe? Oui, il y a une caméra, il y a une caméra tous les 1,6 mètres carrés, et donc qui sont orientées le mieux possible pour que rien ne nous échappe. Et puis ensuite, il y a un système de balance sur les étagères pour faire un double check, puisque effectivement, il peut y avoir des erreurs et ça nous permet de vérifier quand un produit est pris. C'est comme un ajout au panier. Quand il est reposé, on le détecte et c'est comme si on le retire du panier. Et puis on a un taux d'erreur. On est sur 97% de bonne facturation et on a 1,2% de réclamation. Et le delta entre les réclamations et le taux d'erreur, c'est les erreurs au profit du client la plupart du temps. Donc ça va. Dans ce sens-là, ça va. Combien alors, combien d'Amazon Go de déployés dans le monde? Est-ce un succès pour vous? Alors, je ne sais pas comment ils ont déployé d'Amazon Go. Je crois qu'ils s'étaient déjà établis sur des magasins qui existaient, hein, qui étaient le frais qu'ils avaient acheté. Le nom m'échappe. Oui, Whole Foods, voilà. Donc ils avaient déjà ce magasin-là. Je crois qu'ils n'en ont pas fermé. Alors côté Amazon, je pense que s'ils n'en ont pas fermé, c'est que ça marchait plutôt bien. Côté Auchan, le but derrière tout ça, c'est quoi? C'est à la fois un laboratoire, à la fois de tester ça aussi en... C'est ça, c'est un service complémentaire parce que l'idée, c'est vraiment de fluidifier le parcours. Quand on est pressé, on n'a pas envie d'attendre à la caisse, etc. Encore une fois, ça se substituera jamais à un supermarché, à un hypermarché. On n'aura jamais les assortiments dans ce type de magasin. Là, c'est 86 mètres carrés, donc on n'aura jamais les mêmes assortiments que dans un supermarché. En revanche, ça va nous permettre de fluidifier le parcours. On envisage même d'en mettre dans des supermarchés ou plutôt dans des hyper pour une gamme de produits, exactement, pour aller plus vite, dans des hôpitaux. Là, en l'occurrence, on en a un au siège d'Auchan, on en a un dans une école de commerce qui s'appelle l'EDEC, un peu plus petit.
Et l'idée, c'est d'expérimenter ça en milieu fermé. En milieu fermé, c'est plus simple. En milieu ouvert, il faut un peu de personnel. D'ailleurs, quand on est allé visiter ce qui se faisait à Londres, on a remarqué qu'en fait, il y avait quand même du personnel. Et un peu de sécurité déjà, ne serait-ce que ça. Renseignement, sécurité, etc. Donc finalement, il n'y a pas moins de personnel que quand on a des caissiers. C'est juste un fonctionnement différent. Ah, il y a des festivaliers qui aimeraient bien, Auchan étant pratiquement inexistant en Bretagne, l'accord tacite avec les autres chaînes de grande distribution permettra-t-il que ce genre de boutique arrive chez nous? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un Auchan Go en Bretagne? Alors c'est vrai qu'on est peu présent parce qu'il y a quelqu'un qui est très fort en Bretagne. Oui, on croit le connaître. Ouais. Ça commence par un L. Ouais. Et donc on est relativement peu présent en Bretagne. En revanche, on aimerait bien augmenter notre surface de marché parce que nous on a beaucoup d'hypermarchés, on a relativement peu de magasins de proximité. C'est un problème pour nous, on a raté ce virage, on se le dit ouvertement, on le sait. Et alors, dans un contexte d'inflation, on a un regain d'intérêt pour les hypermarchés. On constate que les Français, finalement, sont prêts à prendre leur voiture pour aller dans des périphéries de zones urbaines et remplir leurs coffres à ras-bord parce que les courses coûtent cher. Mais bon, c'est pas une solution et on sait bien on espère que l'inflation va s'arrêter et que les gens vont retrouver le chemin des magasins de proximité. Mais nous, du coup, on doit rattraper ce retard. Et peut-être que ce sera l'occasion pour nous de nous développer aussi dans des endroits où on n'est pas développé à travers ce type de concept. Alors, d'autres concepts qu'on expérimente, notamment en partenariat avec Deliveroo. Mais voilà, ça sera peut-être l'occasion pour nous installer dans les centres-villes en Bretagne. On va reparler de livraison dans un instant. Juste, il y a une question qui demande, est-ce que le taux d'erreur dont tu nous parlais à l'instant dans ces magasins automatiques, enfin, voilà, dans l'ancien sens du terme, mais en tout cas, est-ce que le taux d'erreur, c'est à peu près le même que celui d'un magasin plus traditionnel? Alors, nous, on constate que, par exemple, sur ce qu'on appelle les caisses LS, libre-service, dans les hyper et les supermarchés, en ce moment, on a un taux... Alors, on est en train de le mesurer, on a un énorme taux d'erreur ou de démarque inconnue. C'est-à-dire que la démarque inconnue, ça englobe à la fois les erreurs et les vols. Là, c'est pareil, c'est directement corrélé à l'inflation. Donc, on a des gens qui, finalement, oublient de passer des produits. Et souvent des produits alimentaires, c'est très triste. Et donc, effectivement, le taux d'erreur est même plus important dans nos magasins classiques, oui, notamment sur les bornes libre-service, que dans ce type de magasin. Néanmoins, je ne sais pas si c'est vraiment comparable, parce qu'en fait, dans ces magasins complètement automatiques, autonomes, en fait, on n'en a que dans des endroits fermés pour l'instant, c'est-à-dire dans notre siège et à l'EDEC. Oui, et puis on voit ce phénomène de contraintes enfin toutes les contraintes qu'on doit avoir un peu partout. À quand le service Shopopop? Ah oui, dont on parlera demain, livraison collaborative dans tous les Auchan. Et d'ailleurs, ça nous donne l'occasion d'aborder une question. On l'a vu un peu ce matin avec Emmanuel Grenier de Cdiscount, enfin de Casino. Comment tu travailles aujourd'hui avec des startups? Tu parlais de Deliveroo à l'instant, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, hein, il faut s'ouvrir à tout un ensemble d'écosystèmes de startups dans la fintech, dans la livraison. En fait, d'ailleurs, tu me posais la question en début de discussion. C'est mon enjeu principal. C'est-à-dire qu'en fait, quand mon président me demande en fait qu'est-ce qu'on doit faire en IT, je lui ressors finalement une phrase de Darwin. Je lui dis que l'espèce qui survit, c'est ni la plus intelligente ni la plus forte, mais celle qui s'adapte le mieux. Et en fait, comme on est confronté à des chocs permanents, ce que je te disais la dernière fois, Covid, inflation, etc., moi, en fait, ma meilleure façon de réagir aussi, c'est d'être capable de recourir à des startups qui vont me permettre de... Justement, on n'a pas beaucoup de magasins centre-ville. Faire un partenariat avec Deliveroo pour livrer en fait mes clients à domicile, c'est une façon de réagir à ça. Le problème, c'est que j'ai une IT qui m'en empêche dans une certaine mesure, parce que chaque fois que je veux interfacer une nouvelle startup, on me dit c'est 2 mois de cadrage, ensuite l'implémentation ça va prendre X mois, etc. Et j'arrive pas à réagir suffisamment vite. Donc l'un de mes enjeux, en fait, c'est à la fois de rendre mon IT beaucoup moins monolithique, beaucoup plus adaptable avec toutes les technologies qu'on connaît, microservices, cloud, etc. Et puis API, etc. Et puis après, il y a d'autres. Il faut aussi que nos systèmes, nos services centraux s'adaptent. C'est-à-dire que référencer une nouvelle start-up, il faut que ce soit beaucoup moins lent qu'actuellement. Et d'ailleurs, à Vivatech, je sais que tu y étais, il y a Publicis et un certain nombre et la French Tech Corporate Community
qui ont annoncé avec un certain nombre d'entreprises dont on fait partie, mais il y a aussi Carrefour, il y a des concurrents, etc., qui ont annoncé qu'on ferait tout pour recourir de plus en plus aux startups et leur faciliter l'accès aux grands groupes. D'ailleurs, il y avait Pierre Pellouzet, qui est le médiateur des entreprises, qui est chargé d'une mission par le gouvernement, justement pour pousser grandes organisations, ETI, entreprises à travailler davantage avec des startups. Ils feront un premier point d'étape début 2024. Là, l'opération est lancée. Est-ce que dans tous ces partenariats, là, on voit dans les nouvelles solutions de paiement, on peut faire du cashback aussi, ce genre de choses. Est-ce que aujourd'hui, tu es capable de mesurer d'un côté la satisfaction client, de l'autre aussi que ça a permis comme croissance pour l'entreprise? Est-ce que ça, c'est des indicateurs que l'on doit avoir quand on s'allie avec des startups? Oui, on le suit forcément. Là, si par exemple on a une expérimentation avec Deliveroo, on regarde bien évidemment le succès ou l'échec finalement de ce type d'initiative. Bon, Deliveroo, c'est plus une start-up. Et on en implémente un certain nombre. Par exemple, on a implémenté une start-up qui s'appelle Noémie, qui fait du cashback. Alors c'est vraiment pour le coup une start-up. Alors il se trouve qu'elle est la propriété de l'AFM, l'association familiale Mullier. Donc elle n'est pas très éloignée du groupe Auchan, puisque l'AFM, les Mulliers sont aussi les propriétaires du groupe Auchan. Mais cette start-up, par exemple, c'est un dispositif de fidélité, de cashback et de facilité de paiement, qui est allié à Onebank, qui est une banque aussi qui appartient au groupe Auchan à 49% et à 51% au groupe BPCE. Et donc, en fait, grâce à ce dispositif, justement, on facilite la transaction, on facilite le cashback, etc. Et on observe effectivement non seulement un accroissement de l'utilisation de cette application, et en même temps, en fait, on le voit directement on voit une corrélation directe avec notre NPS, donc notre Net Promoter Score, et donc la satisfaction client. Il y a une question qui est à terme. Quelle part du pur online versus le magasin fluidifié? Alors le online grossit aussi. Alors c'est vrai que nous, dans notre approche du online, on a tendance à mettre tout ce qui a une dimension digitale. C'est-à-dire qu'en fait, le Auchan Go est dans le périmètre fonctionnel hiérarchique de la directrice du e-commerce. Pareil pour Deliveroo. Pareil, on a racheté récemment une entreprise qui s'appelle Cagette et Paprika, qui est un peu le pique-nique, qui était une sorte de petit pique-nique dans le nord de la France, avec des camionnettes électriques comme pique-nique, etc. Et tout ça, c'est dans le périmètre e-commerce. Donc c'est difficile de dissocier les deux en termes de chiffre d'affaires, mais on a un chiffre d'affaires e-commerce qui dépasse le 1,5 milliard d'euros, et on a une ambition colossale. On espère en fait que le e-commerce, à horizon 2030, pèsera au moins pour 40% de notre chiffre d'affaires. Et donc, on a une très, très grosse ambition de ce point de vue-là. Il y a une question aussi sur les technologies donc utilisées dans Go. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que ça coûte... l'exemple est pris. S'il y a un commerce de détail, plus petit, vous voulez s'y mettre, est-ce que ça coûte très cher? On imagine toutes ces caméras, ces capteurs qu'il doit y avoir sur les étagères. Il faut quand même absorber ces coûts. Oui, ça coûte quelques centaines de milliers d'euros. Et puis, il ne faut pas uniquement considérer les technologies. C'est-à-dire qu'en fait, tout le process d'approvisionnement, de gestion de ces magasins doivent être repensés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça un lab et qu'on fait ça pas à pas. Notre idée, c'est pas de dire on est capable de le faire technologiquement parlant. Pas parce que, c'est pas parce qu'Amazon l'a fait qu'il faut absolument qu'on soit capable de le faire. On veut vraiment que ce soit rentable. Et donc, il y a... toute la partie technologique, il y a les assortiments et le contenu des assortiments, le rythme d'approvisionnement, etc., qui sont à étudier. Et donc, le problème de ce genre de magasin, comme il coûte très cher, c'est qu'on est vite en déséconomie d'échelle, c'est-à-dire que soit, en fait, chaque unité marginale complémentaire coûte au moins aussi cher que la précédente, ou voire plus cher, soit c'est linéaire, soit c'est exactement le même prix, mais c'est pas satisfaisant dans tous les cas. Et donc pour ça, il faut être très très précis en fait dans l'équation économique. Nous, par exemple, pour approvisionner ce type de magasin, on utilise des hypermarchés. On peut pas se permettre d'utiliser nos entrepôts parce qu'ils sont plus loin, etc. Et pour pouvoir avoir une rotation des stocks plus rapide, on s'approvisionne dans l'hypermarché qui est à côté du siège.
Ça veut dire en termes, j'ai encore une ou deux questions, ça veut dire qu'en termes de système d'information, c'est compliqué aussi d'intégrer un magasin comme ça dans l'ensemble. Alors tu disais, il y a une grosse dette technique chez Auchan, mais voilà, d'intégrer ces nouveaux types de commerce dans un système d'information plus classique. Je dirais que non. Honnêtement, ça n'a pas été. On l'a déployé assez vite, mais c'est parce qu'on a fait appel à une start-up qui disposait d'un certain nombre de technologies. C'est une start-up israélienne qui s'appelle Trigo, qui fonctionne très très bien, qui est très avancée. Auparavant, celui qu'on avait déployé à l'EDEX, c'était une start-up chinoise qui était justement moins scalable. C'est-à-dire que vraiment, ça coûtait très cher à chaque fois qu'on voulait faire un nouveau magasin. Là, on a vraiment une économie d'échelle. Donc, avec Trigo, c'est relativement facile. C'est apaisé. On a une énorme dette, mais on progresse très très vite dans le dépilement de cette dette, encore une fois. Donc en fait, on en a profité pour apaiser un certain nombre de dispositifs, ce qui fait qu'on a pu se plugger facilement. Et là, ça a pris 3 mois à déployer. Dernière question, tu pilotes à la fois le système d'information, à la fois toute la partie data. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on doit piloter un groupe de grandes distries, c'est à partir de la data, que ce soit la data client, la data de la supply chain. Tout à fait. Alors la data, c'est vraiment quelque chose qui touche à toute l'entreprise. Pareil, pour être DSI, en tant que DSI, j'utilise la data pour modéliser ma dette, par exemple. C'est-à-dire que j'essaye de mesurer les adhérences de premier, second, troisième niveau. Quand je touche à un système, qu'est-ce que ça va impacter tout autour, etc. La data, souvent on a considéré la data comme étant quelque chose de très lié au marketing, parce qu'en fait c'est l'un des premiers, le CRM, etc. C'est l'un des premiers secteurs qui a été impacté par la data. D'ailleurs à l'époque j'étais chez Publicis, on ne parlait que de ça au début des années 2010, etc. Mais en réalité, la data, c'est aussi effectivement fortement de la logistique. Ça nous aide à être plus prédictifs dans nos approvisionnements. Ça aide aussi à développer des algorithmes qui nous permettent d'automatiser des choses, notamment en logistique. Ça nous aide en finance à scorer le risque, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très transversal. C'est le carburant du groupe. Eh bien, merci Samir Amelal, merci d'avoir été Frédéric. avec nous. Voilà, on peut applaudir Samir.